le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Erlichi Dorelas pour la présentation. À Jacques Mel pour présenter ce grand journal. Journal François Smith, Jean-Julien Roubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Direction le Soudan. Manifestation réprimée, suspension des aides. Soudan, Anthony Blinken s'est entretenu avec l'ex-premier ministre soudanais Abdallah Hamdok après sa remise en liberté par l'armée. Les premières sanctions sont tombées 2 jours après le coup d'État. L'Union africaine suspend le Soudan de ses institutions. Les manifestants, eux, poursuivent leur mobilisation et les arrestations se multiplient. Voici un reportage signé TV5 Monde. Dans les rues de Khartoum, c'est très compliqué d'accéder à la zone où est retenu le Premier ministre Abdallah Hamdok, parce qu'il faut bien dire qu'il n'a pas vraiment été libéré hier, il a juste été ramené à son domicile sous haute protection. Autrement dit, on peut dire qu'il est assigné à résidence, il n'a toujours pas été autorisé à s'exprimer publiquement. Aujourd'hui, les arrestations se poursuivent, les informations nous arrivent au compte-gouttes étant donné la coupure d'Internet. De nombreuses figures de la société civile ont été arrêtées, notamment des représentants des comités de résistance ou de l'association des professionnels soudanais qui avaient été les fers de lance de la contestation anti-Bachir. Ce matin également, des anciens ministres de la Santé, de l'eau, de l'irrigation ou des journalistes ont été arrêtés et embarqués dans des lieux inconnus. Le plus préoccupant, c'est que les soldats continuent leur raid dans de nombreux quartiers contre les barricades et la population civile. De nombreux militants sont traqués, roués de coups, passés à tabac, certains on leur rase les cheveux. Ce soir, il y a encore des ambulances, un balai d'ambulances sur l'avenue de l'aéroport. Les médecins d'un hôpital nous disent que le nombre de blessés a explosé, aux alentours de 400 blessés depuis hier soir. En fait, avec la coupure des réseaux, les généraux tentent de dissimuler une vague de répression massive. La demande américaine d'extradition de Julian Assange de retour devant la justice britannique. Pour un premier échec, les États-Unis tentent de nouveau mercredi d'obtenir la justice britannique l'extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qu'ils poursuivent pour une fuite massive de documents. Les précisions d'Hervé Armoric, le reporter de France 24, qui va nous décrypter la situation en Angleterre. Et c'est donc sur ce point précis que va se jouer le procès en appel. Bonjour Hervé Armoric, vous suivez l'audience pour France 24, ça va durer 2 jours devant la Haute Cour de Londres. Absolument, aujourd'hui, première journée donc d'audience et ce sont les représentants du département américain de la justice, le ministère américain de la justice, qui ont tenté et qui tentent de convaincre les juges que s'il est extradé vers les États-Unis, la santé fragile surtout la santé mentale fragile de Julian Assange sera prise en compte. Il sera traité humainement. Il pourrait même être autorisé à purger une peine de prison s'il est condamné dans son pays natal, l'Australie. Mais évidemment, les Américains sont résolus à le faire extrader pour qu'il réponde de ses chefs d'accusation dans le cadre de la loi anti-espionnage. Côté défense de Julian Assange, il est très clair, le seul crime de Julian Assange, c'est est un acte de journalisme. Et par conséquent, pendant la 2e journée d'audience demain, les défenseurs, les avocats de la défense vont examiner et se pencher sur chacune des failles de ces assurances données aujourd'hui par la justice américaine aux juges britanniques, pour montrer que, dans tous les cas, sa santé mentale est si fragile que le risque de suicide est de plus en plus grand au fur et à mesure qu'il passe du temps dans la prison de Belmarsh de haute sécurité. Sa santé était fragile déjà suffisamment pour que le juge Breitzer, au mois de janvier, dise qu'il ne fallait pas l'extrader. Bien sûr, avec le temps qui passe, il est toujours incarcéré et les choses ne s'améliorent pas, la situation au contraire se détériore. Merci beaucoup pour ce point.
L'Union européenne devrait aider les pays de l'Est à accueillir les exilés, dont Gérald Knaus, analyste au sein d'un groupe de réflexion dédié aux questions géopolitiques en Europe. L'Union européenne devrait aider les pays de l'Est face à l'intensification des tensions à la frontière entre la Pologne et la Bélarussie. Voici un reportage signé Euronews. Face à l'intensification des tensions à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, Euronews s'est entretenu avec Gérald Knaus. Cet analyste d'un groupe de réflexion dédié aux questions géopolitiques en Europe estime que l'Union européenne devrait aider les pays de l'Est à accueillir les exilés. Nous avons affaire à un dictateur côté Bélarus qui est prêt à laisser les gens mourir à la frontière, à les attirer dans son pays, à les envoyer à la frontière. Il fait un froid glacial dans les marais, les marécages et les forêts. Il ne les laisse pas se replier et si l'Union européenne s'engage dans des refoulements violents et illégaux, les gens seront pris entre les deux. Cela promet une tragédie humanitaire mortelle. Face à l'arrivée de plusieurs milliers d'exilés à sa frontière, la Pologne a déployé des soldats et instauré un état d'urgence dans la zone frontalière. Cet état d'urgence proscrit la présence des journalistes et des organisations humanitaires. Nous voyons une crise profonde de l'état de droit où ce qu'il y a de plus important, les fondements du droit international, sont brisés par le groupe des démocraties les plus riches du monde. La seule façon de s'en sortir est de trouver des moyens de contrôle humain qui puissent obtenir le soutien de la majorité. Plusieurs exilés ont déjà perdu la vie en essayant de traverser la frontière entre les deux pays. D'autres sont exténués ou pris au piège dans une forêt froide. Certains parlent d'un cauchemar que l'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi. Parlons du Covid-19. La Chine reconfine des hôpitaux débordés. En Ukraine, en Bulgarie, en Roumanie, la Russie qui enregistre des nombres de morts quotidiens records. La Grande-Bretagne face à une flambée de nouveau l'épidémie repart alors. Certains reconfinements, comme les Chinois qui viennent de boucler la ville de Lanzhou comme un air de déjà-vu. Voici un reportage signé la SEC à l'émission C'est dans l'air. Un supermarché désinfecté par une armée d'employés et des quartiers entiers bouclés. Des images qui rappellent le tout début de l'épidémie de Covid en Chine, il y a presque 2 ans. Ce mardi, retour à la case départ pour les 4 millions d'habitants de la mégalopole de Lanzhou dans le nord-ouest du pays, confinés après la découverte d'une centaine de cas de Covid dans plusieurs provinces chinoises. Face à la recrudescence des contaminations, les entrées et sorties de la capitale, Pékin, sont strictement filtrées avec des campagnes de tests massives. Nous nous attendons à ce que le nombre de cas découverts dans les prochains jours continue d'augmenter au fur et à mesure que le dépistage des groupes à risque se poursuit. La portée de l'épidémie pourrait encore s'étendre. Autre pays qui fait face aux variants Delta, la Russie, confrontée à une hécatombe ces dernières semaines. Avec plus de 1000 morts par jour, la dernière vague de Covid semble inarrêtable, et ce malgré l'arrivée du vaccin Sputnik en décembre dernier. Seul un tiers de la population a accepté de se faire vacciner. Alors pour enrayer l'épidémie, Vladimir Poutine impose une semaine de congés payés dans tout le pays et prend la parole pour convaincre les récalcitrants. J'attire l'attention sur le fait d'accélérer le rythme de la vaccination. Et bien sûr, j'exhorte une fois de plus tous nos citoyens à se faire vacciner rapidement. Une semaine chômée, avec un tour de vis en plus à Moscou, qui vient de décréter le confinement pour 4 mois des seniors de plus de 60 ans non vaccinés, ainsi que la fermeture des commerces non essentiels pendant 11 jours, à partir de jeudi. On se tient prêt, même si on ne se rue pas encore dans les magasins pour acheter de la nourriture. J'espère que ça va être un peu comme des vacances. Ce sera fini bientôt et les gens vont se faire vacciner. Moi, j'ai fait le vaccin et je recommande à tout le monde de le faire. Avec la Russie, c'est quasiment toute l'Europe de l'Est qui est touchée par la reprise de l'épidémie de Covid. Des records de décès sont enregistrés en Ukraine, en Bulgarie et en Roumanie, où la situation n'a jamais été aussi préoccupante depuis l'apparition du virus. Dans ce pays à la moyenne d'âge élevée, la population est particulièrement vulnérable. C'est une maladie terrible.
Je faisais partie de ceux qui pensaient que le vaccin n'était pas bien, mais je vous dis maintenant que c'était une erreur de ma part, un mauvais choix. Nous sommes juste avant le point d'effondrement. Si la situation continue comme ça, dans 1 ou 2 jours, le système de santé va s'écrouler. Face à cette catastrophe sanitaire, le spectre du reconfinement menace-t-il l'Europe tout entière? Il est aussi redevenu réalité dans certains pays baltes comme la Lettonie. Fermeture de commerces non essentiels, télétravail et cours à distance pour certains élèves redeviennent la règle pour 1 mois. Le gouvernement fait son mea culpa. Tout d'abord, je voudrais présenter mes excuses aux habitants lettons qui se sont montrés responsables et qui ont agi dans leur propre intérêt ainsi que dans celui de leur famille et de leur pays en se faisant vacciner. Nous devons vous demander de suspendre vos vies pour plusieurs semaines afin d'éviter le pire des scénarios. Lui, en revanche, reste droit dans ses bottes. Alors que le Royaume-Uni vient de dépasser la barre des 50 000 cas par jour, le Premier ministre britannique Boris Johnson n'envisage pour l'instant aucun reconfinement. Nous nous en tenons à notre plan. Je pense que la chose la plus importante que les gens peuvent faire maintenant, c'est juste de faire ce vaccin de rappel. Faites votre 3e dose. La campagne pour la 3e dose, un défi pour Boris Johnson et le gouvernement britannique, engagé dans une course contre la montre, alors que l'immunité de sa population, vaccinée plusieurs semaines avant le reste de l'Europe, commence à faiblir. Situation préoccupante au Soudan. Les habitants sont toujours dans les rues et le bilan ne cesse de s'alourdir. Analyse du professeur d'anthropologie John Maduk-Jok sur Africa News. Écoutons un extrait. Pour en savoir plus sur la situation au Soudan, Africa News reçoit Yok Madut-Yok, professeur d'anthropologie à l'université de Syracuse à New York. Les manifestants sont toujours dans les rues. Mardi, on rapportait le décès de 7 personnes. Comment les militaires peuvent garder le contrôle de la situation ? La situation au Soudan est terrible. Elle affecte beaucoup de personnes. En premier lieu, les millions de Soudanais qui se sont battus contre la dictature il y a 2 ans. La communauté internationale et principalement les pays voisins sont eux aussi très préoccupés par la situation, tout comme le reste du monde qui avait salué le succès de la révolution de 2019. Et qui avait essayé d'aider les Soudanais à se relever de 30 ans de dictature et de destruction du pays par le régime précédent. Mais bien sûr, avec ce que nous voyons à Khartoum aujourd'hui, que ce soit les violences, les destructions ou l'abandon des leaders politiques et des parlementaires, on peut penser que cette situation va encore empirer et diviser encore plus le Soudan. C'est une grande source d'inquiétude pour tous ceux qui s'intéressent au sort du peuple soudanais. Le coup a été largement condamné par la communauté internationale et les États-Unis ont déjà suspendu leurs aides. La situation est sérieuse pour le Soudan. C'est extrêmement préoccupant pour le Soudan en effet. Outre cette suspension des aides financières internationales, on peut s'attendre à l'avenir à un recul rapide de toute perspective d'investissement, mais aussi d'aide au développement ou d'aide humanitaire. Cela affectera donc avant tout les Soudanais. Cela veut dire que les Soudanais continueront à se diviser. Il y aura des confrontations entre ceux qui supportent le coup et ceux qui y sont opposés. C'est déjà ce que nous voyons dans les rues de Khartoum aujourd'hui. Ces divisions n'ont rien de bon pour l'unité et la stabilité du pays dans un avenir proche. Le général Al-Burhan a déclaré que les luttes de pouvoir politique l'avaient incité à intervenir pour éviter la guerre civile, selon ses mots. L'armée affirme vouloir mettre en place un conseil législatif. En quoi est-il différent du conseil de souveraineté qui vient juste d'être démantelé ?
Il n'y a pas vraiment de différence. S'ils se contentent de revenir en arrière pour former un autre gouvernement et créer une nouvelle législation, cela ne va rien changer par rapport à ce que le gouvernement de coalition faisait ou par rapport à ce que les Soudanais espéraient en attendant les élections pour qu'ils puissent choisir leurs propres dirigeants. La vraie différence, c'est que tout cela a déçu les Soudanais. Cela va les pousser à s'opposer encore plus et l'on peut encore craindre que cela dégénère en guerre civile. Une majorité de Soudanais n'apprécie pas le retour et la prise de pouvoir des militaires, surtout quand il s'agit d'un Bourhan qui reste lié de près à l'ancienne dictature. Il a été nommé par Omar al-Bashir, qui est aujourd'hui derrière les barreaux à cause du génocide et des atrocités. Ces hommes au pouvoir aujourd'hui ou qui essayent de s'emparer du pouvoir sont liés au NPC ou au Front islamique. Et je ne vois pas les Soudanais rester sans rien faire, ayant leur pays kidnappé de la sorte. Ainsi s'achève la page internationale au grand journal du 14h pour aujourd'hui. Présentation Erlich Dorelas, production Ed Prod, réalisation Télé Belton pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Température 49 degrés Fahrenheit. Un temps de chien pour aujourd'hui. Il pleut depuis hier. 9 degrés Celsius. C'est le froid qui commence. À Jacmel, 88 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Smith Jean-Julien, bonsoir Robin, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mercredi accompagné de la radio. Le rendez-vous c'est pour demain. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.